Et voilà, c'est fini. Non seulement Better Call Saul, mais l'intégralité de l'univers de Breaking Bad. Et alors effectivement, au-delà des larmes et au-delà de l'analyse, cette vidéo sera plus une interprétation, puisque je pense que la série de toute façon a été tellement excellente et l'écriture est tellement incroyable qu'une multitude d'interprétations serait possible quant aux personnages, à l'histoire, la narration, les dialogues. Et justement, c'est si grand que je me sens un petit peu obligé de respecter l'âme de Better Call Saul. C'est pourquoi on va se mettre dans les tons à partir de maintenant. Putain, quelle série, n'empêche. Grandeur et grandeur d'une décadence, ou comment conclure un chef-d'œuvre par un autre chef-d'œuvre. Tels sont les maîtres mots de l'ultime plaidoyer Better Call Saul. Fin non seulement d'un show dantesque, mais aussi d'un univers créé un certain 20 janvier 2008 avec Breaking Bad. Car oui, messieurs, dames, Vince Gilligan et son équipe me voyant obligés de commencer par là, difficile d'établir analyse de Better Call Saul sans remercier au préalable l'un des plus grands visionnaires de la télévision. L'un des cerveaux les plus originaux, talentueux et iconiques que nous aurons eu la chance de rencontrer, bien aidé par Monsieur Peter Gould, co-créateur, producteur et scénariste génial l'accompagnant. Oui, nous pourrons dire que dans l'âge d'or de la télévision moderne, nous aurons connu Breaking Bad, El Camino et Better Call Saul. Mythologie somptueuse ayant fait chavirer le spectateur et dont les derniers épisodes me mirent les larmes aux yeux. Dire au revoir à un tel monument demeure donc difficile, en particulier concernant les frasques de notre avocat favori. Monument aux, par exemple, 46 nominations aux Emmy Awards pour la bagatelle de 0 victoire sur l'ensemble de la série. 46 nominations, 0 victoire. À quel moment on peut leur dire d'aller se faire foutre, quoi? C'est le plus gros boycott de l'histoire, le plus gros scandale de l'histoire, je veux rien savoir. C'est donc avec une certaine appréhension que j'attaquais l'ultime acte de Better Call Saul. Non pas anxieux d'une qualité à confirmer, mais bien parce qu'une fois son dernier générique diffusé à l'écran, j'étais convaincu de me sentir orphelin d'une des plus grandes fresques de l'histoire. Souci du détail chirurgical de ses réalisateurs lors du moindre plan, et dont le plan séquence fut à l'honneur à de nombreuses reprises, étude narrative complexe et délicate des personnages, situation dantesque et incontrôlable dans la pure lignée de ses prédécesseurs, musicalité riche et variée, symbole d'un Dave Porter au sommet de son art, Better Call Saul fut bien à la hauteur du challenge. Et que dire de nos émotions? On se met à avoir de l'empathie pour un Howard se révélant presque anti-héros tragique à la caméra. On revit l'ambiance austère et terrible d'Ozymandias à la mort de Nacho, violente et passionnée. On frissonne devant le duel tant attendu opposant Lalo et Gus. Le tout parrainé par un Mike plus que jamais redéfini comme la voix humaine de la série. Fer de lance d'un projet simple, garder identité propre, tout en s'embriquant parfaitement avec les prémices de Breaking Bad. Et entourant ces sujets, deux personnages m'intéressent une fois encore. Jimmy McGill et Kim Wexler. Ou plutôt 4 personnages. Jimmy McGill, Kim Wexler, Saul Goodman et Gene Takovich. C'est ici que l'analyse se positionne autour de 2 grandes questions. En quoi les 4 derniers épisodes du show, alliant passé et présent, nous offrent-ils l'étude du regret selon Vince Gilligan? Et que nous apprennent-ils de la fin de Jimmy McGill? Explication. Bon, allez. Que justice soit faite, même si le ciel doit s'écrouler. Avant le décryptage, petit rappel de leur fait d'armes. Car oui, il est important de comprendre leur motivation première, et non, de mon point de vue, elle ne s'articule pas uniquement autour d'une vendetta, comme on pouvait l'imaginer avec Chuck ou Howard, ni même autour d'une recherche absolue d'argent ou de justice véritable. Ici, nous avons plus affaire à un plaisir simple. Jouer. Jouer avec le feu, sorte de Bonnie and Clyde moderne bien plus axé sur le plaisir, celui de la dangerosité, de l'interdit et de cette quête constante de victoire, grand gagnant d'un spectacle presque théâtral. Un amour du jeu, un amour du risque, un amour de la réussite, du danger qui se traduit même du point de vue le plus charnel, sexuellement, puisqu'on n'oubliera pas que lors d'une séquence où Kim et Saul font un dernier coup d'éclat, évidemment, à ce bon vieux Howard, derrière, on les voit en fond en train de se chauffer mutuellement, alors que, justement, Howard est en perdition. Je pense que ça les a tellement excités, en fait, de voir qu'ils avaient réussi leur chose, qu'ils ont traduit ça par un acte physique. Ce qui est quand même pas anodin. Kim le dira d'ailleurs lors de leur scène d'adieu, jeu certes excitant, mais ayant fini par totalement les dépasser. Un paradoxe quand on sait que Kim était peut-être devenue sur la fin pire que Saul, mais la seule encore capable de lui faire garder infime touche d'humanité via leur couple. Je me suis éclatée comme une folle avec toi.
Mais on est mauvais pour tous ceux qui nous entourent. Certaines personnes souffrent. C'est d'ailleurs, encore une fois de mon interprétation, via cette séparation que pour moi, Saul naît véritablement et que Jimmy se met pour le coup à mourir. Il y avait du Sleeping Jimmy, il y avait déjà les prémices de Saul Goodman pendant de nombreuses saisons précédentes, mais là je pense que c'est vraiment cette séparation, l'humanité perdue au détriment de la séparation de Kim, qui justement va faire naître le vrai Saul Goodman qu'on a connu dans Better Call Saul et surtout dans Breaking Bad, et qui va devenir le salopard qu'on connaît par la suite. C'est ici que le plus intriguant se met en place. Quelque temps s'écoule depuis les événements cette fois de Breaking Bad, et un premier constat intervient. D'un côté, et malgré la tourmente Heisenberg, on devine un McGill devenu Gene Takovich ne parvenant à vivre sans cette envie de danger absolu. Il ne peut aller à l'encontre de ce besoin d'exister, d'être quelqu'un, dupant son monde et constamment mis sur le devant de la scène. Pourtant, apeuré par les problèmes le liant à Albuquerque et contraint de prendre la fuite, tout laissait imaginer homme sur le déclin et contraint de se ranger. Sensation qui fut à l'origine de son revirement. Pour lui, un escroc de sa dimension ne peut se résoudre à ce style de vie. Il doit avoir mieux, doit redevenir quelqu'un, doit vaincre à nouveau. On le devine notamment via son petit rictus en allant vers la prison, où redevenu le spectre de Saul pour l'occasion, il sort presque grandi de sa chute. Le plus important reste sa réputation. La décadence et la prison certes, mais avec grandeur. On pourrait également le deviner via son procès final, où ces simples mots Lever de rideau. peuvent faire référence directe au théâtre. Jimmy n'est plus Jimmy mais Saul, ce personnage grandiloquent attendant que le rideau se lève pour exceller. Et alors ce qui est très fort, c'est qu'on aurait pu imaginer, effectivement, qu'à la base, ce lever de rideau serait l'expression théâtrale. Le rideau se lève comme au théâtre et Saul va faire son jeu. Et finalement non, finalement ce lever de rideau, c'est plutôt lever le voile sur la vérité, sauver Kim, par amour, on y reviendra, et effectivement faire amende honorable et raconter enfin la vérité. C'est super bien vu parce qu'on aurait totalement pu penser que ce serait différent. Le génie de Vince Gilligan et Peter Gould. Il y a donc véritable casse-tête entre toutes les personnalités gravitant autour de Jimmy, point d'orgue d'une narration savoureuse, trouvant différentes combines plus afin d'exister que de s'en mettre plein les poches après sa nouvelle identité, comme son vol dans un centre commercial ou ses techniques face à de riches hommes d'affaires. Bon évidemment, je pense qu'il dit pas non à une vie de luxe non plus, hein, ça c'est une évidence, voire même à ce qu'il le ramenait à son époque de Saul Goodman, mais pour moi c'est pas le principal. L'occasion, ça n'a rien à voir, mais de saluer ce bon vieux Stuart hein, de Big Bang Theory, qui visiblement en a fait du chemin depuis qu'il a dû revendre son magasin de BD. Gene Takovich devint alors par exemple personnalité encore plus dangereuse et détestable que les autres. Sans scrupules, arrogant et pas loin du meurtre. Plus tard, même son plaidoyer contre Mary Schrader le dessinera comme un manipulateur, sans aucun remords, jouant la comédie pour son propre bénéfice avant de redevenir lui-même Saul Goodman, sourire narquois sur le visage. Lui-même car partant alors du principe que sa plus forte personnalité, Saul, avait repris le dessus sur Jimmy. De ses aveux largement remaniés à ses envies de glace au chocolat et autres rictus sadiques, il n'y a plus aucune once d'humanité en lui, et ce via l'ensemble de ses personnages. On remarquera du fait deux éléments majeurs accentuant cette idée, son appel à Oakley ne vise pas à se sortir d'une situation délicate, mais à mener le dernier grand combat de sa carrière et à en sortir victorieux, grand et joueur, comme à son habitude. Comment ça va se finir, hein? Avec moi vainqueur, comme d'habitude. L'autre étant ses premiers mots une fois arrêté par la police, fort en symbolique. C'est comme ça qu'il te coince. C'est comme ça qu'il te coince. Mon Dieu. Ce qui compte, ce n'est donc pas la finalité, ou les difficultés qui l'attendent, mais la façon dont celui-ci s'est fait prendre. Couvert de merde au fond d'une poubelle, est-ce là la fin du grand Saul Goodman? Tout au long de ce final, on devine donc un être ayant totalement dévoré Jimmy McGill, aspect que quelques scènes dans le passé viendront d'ailleurs argumenter, car ce n'est pas un hasard si nous verrons retour de personnages cultes par la suite. Une discussion autour d'une machine à remonter le temps avec Mike, un discours sur les regrets vides de sens avec Walt, ou encore un dernier rendez-vous avec Kim scellé par un divorce, et via lequel on devine deux choses. Le regard d'une femme ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé, et la grandiloquence d'un avocat véreux faisant tout pour dégoûter son ex-compagne. Peut-être par solution de facilité, afin de ne pas assumer l'amour toujours présent, le changement drastique entre une femme ayant compris ses erreurs et un homme les ayant épousées, ou peut-être tout simplement afin de protéger Kim et l'empêcher de replonger. Se faire haïr par mépris. Ensemble de flashbacks n'ayant donc qu'un seul point d'orgue, dévoilé avocat n'ayant jusqu'à présent aucun regret, et plus Goodman que McGill. Alors ma belle, qui est le suivant? Faut que je gagne du pognon, moi.
C'est ici que l'on retrouve Kim, vie stable mais ennuyeuse, dans le respect de la loi et loin de ses fonctions d'avocate. Ses anciens démons viendront peu à peu la hanter, la place du regret étant ici extrêmement importante, ou du moins la prise de conscience des événements. En larmes dans une rame de métro ou encore face à la veuve d'Howard, Kim n'est pas en quête de rédemption ou d'excuses. Il ne s'agit là que d'une femme bien, droite, ayant compris ses erreurs et souhaitant se libérer de démons ayant fini par la rattraper. La compréhension d'un malheur par sa faute fut donc de trop pour Kim, et c'est ici que la série basculera complètement. Car si l'on pouvait penser que Saul voudrait se venger d'elle, c'est finalement l'amour qu'il lui porte qui le poussera à disparaître. Face à Kim, une dernière fois, Saul redevient Jimmy, avoue ses péchés et, pour la première fois, prend conscience de ses fautes, laissant place au regret. Regret dans le non-dit, continuant de faire le show pour son dernier coup d'éclat à la barre, mais le faisant comprendre via le regard porté à Kim lors de chaque phrase prononcée. C'est la ultime ironie de Better Call Saul. Plus encore que Jimmy, Kim créa Saul Goodman, lui donna vie, corps et âme pour le danger. Certes, Sleeping Jimmy existait déjà, mais de façon beaucoup moins forte. Et quand elle s'en extirpa, Saul, lui, embrassa cette voie, jusqu'à retour à la raison par amour. Le Jimmy enfin capable d'assumer pleinement les choses. La conclusion de ce chef-d'œuvre intervient alors lors d'une mise en scène chirurgicale, et en lien direct avec les premières scènes impliquant Kim et Jimmy. Une cigarette, un regard complice, et quelques blagues sur le talent de Jimmy à la barre. Lors de cette scène sombre, difficile, sans espoir, et ce jusqu'au départ de Kim, son ex-mari mimant ses gestes de la saison précédente, une multitude de symboliques, des plus évidentes aux plus cachées, refont surface. Jimmy profitera-t-il de son statut de Saul en prison? L'appel de la gloire sera-t-il trop fort pour lui? Kim rebasculera-t-elle du côté obscur? Est-ce tout simplement une façon de la remercier, de lui dire une dernière fois qu'il l'aime, ou tout simplement de rappeler au spectateur au souvenir du bon vieux temps, et d'une complicité sans faille qui ne mourra jamais? Une chose est sûre, chaque interprétation sera différente, mais toutes seront justes, jouant sur la sensibilité du spectateur afin d'encore mieux visualiser comment Gilligan et son équipe traduire le regret par l'amour. Comment expliquèrent-ils autant de personnalités aussi troublantes au sein d'une seule âme qui vive? Voilà donc pour cette analyse de Better Call Saul, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue. Quelle série, quel régal. N'hésitez pas à me donner votre interprétation, pourquoi pas, de ce binôme entre Kim et Jimmy, /Saul, /Gene, /tout, parce que le mec a été littéralement n'importe qui pendant toute la saison. Je me suis régalé. Un immense pincement au cœur quand tu termines une fresque aussi impressionnante, parce que c'est pas que Better Call Saul, effectivement, c'est tout l'univers qui s'est connecté parfaitement autour de Breaking Bad, et bah qui rend finalement Better Call Saul comme un cas d'école, des spin-offs importants, puissant, pertinent, qui mérite d'être salué. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez, pourquoi pas, des vidéos sur Nacho, des vidéos sur Lalo, sur l'univers des Salamanca, puisque vous étiez très nombreux à me parler de Nacho, ce bon vieux Michael Mando qui a une classe, un charisme et puis un acting surtout extraordinaire. Je pense qu'on y reviendra, parce que le bougre, il est très bon. On apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...